En route vers la présidentielle, la chronique politique de ce grand journal. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Et merci de nous rejoindre comme tous les mercredis après-midi. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Cette semaine, Alexis, vous vous intéressez à la préemption de la question du vote utile contre Emmanuel Macron à la présidentielle par deux candidats, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Commençons d'abord, Alexis, si vous le permettez, par le premier. Jean-Luc Mélenchon veut incarner le réformisme radical à gauche. Oui, alors on peut d'ailleurs, si vous voulez, faire là encore une photo d'ensemble. Dans quelle situation sommes-nous ? Nous sommes dans une situation où il y a un assaut d'une dictature, qui est la dictature poutinienne, ça n'est pas la Russie, mais c'est Poutine, contre les démocraties occidentales. Macron est en première ligne. Macron monte. Macron, qui n'est pas forcément aimé par la majorité des Français, apparaît comme le rempart et le recours, d'où 31% dans les intentions de vote. Mais il faut bien vous dire que cette situation, qui est une situation de relégitimation Mitterrand 88, j'y reviens, c'est la matrice de la campagne actuelle de rassemblement, j'allais dire des Français apeurés autour du président. Il y a un effet drapeau, comme on dit. Oui, c'est le drapeau de reconduisez-moi et vous serez protégés. Ce qui est tout à fait légitime, hein, mais c'est Mitterrand 88. Mais il y a une partie des Français qui ne se résigne pas à cette absence, entre guillemets, d'alternative. Et donc, vous savez bien, Albert Hirschman, l'oscillation des mécontents entre la protestation et la résignation, finalement, cette oscillation, elle existe. Mélenchon l'a compris, il est loin d'être un imbécile, même si on ne partage pas ses options politiques. Que veut-il incarner ? Il veut incarner l'espérance d'une alternative crédible. Et donc, de ce point de vue-là, on va détailler, Steve, ensemble, quelle est la matrice de la campagne qu'est en train de faire Jean-Luc Mélenchon, qui est aux environs de 11,5% dans la plupart des études d'opinion sur les intentions de vote du 10 avril. Et il est en train de faire une campagne, c'est pas Mitterrand 88, c'est Mitterrand 81. Vous avez Giscard vous a essoré dans tous les sens du terme. C'est donc Giscard, c'est Macron pour lui. Hein. Et moi, je vous propose une alternative, rompre avec le libéralisme, rompre avec le consumérisme, rompre avec l'exploitation de l'homme par l'homme, sachant qu'il y a quand même un surmoi marxisant, chez cet homme qui aujourd'hui est en train de théoriser avec son entourage politique ce qu'il appelle la gauche franche. Manière de dire que les autres candidats de l'espace progressiste, on pense à Yannick Jadot, on pense à Anne Hidalgo, auraient progressivement abandonné les idéaux essentiels d'une gauche républicaine, qui sont ceux de la transformation sociale et de l'égalité. Alexis, est-ce qu'il peut surfer, Jean-Luc Mélenchon, en ce moment, sur une dynamique politique plutôt favorable ? Alors, il surfe d'ores et déjà sur une dynamique politique favorable. Pourquoi ? Parce que moi, j'aime bien faire du commentaire politique, vous le savez, d'ailleurs on s'amuse souvent là-dessus, sur les invariants. Bien sûr que la gauche, elle est, entre guillemets, réduite aux acquêts aujourd'hui. Bien sûr qu'elle est, pour parler vulgairement, dans les choux. Mais sociologiquement, elle continue à exister. Sociologiquement, vous avez des invariants politiques, et donc vous avez en France une masse critique, aujourd'hui moins importante que jadis, mais de personnes qui sont de gauche, fondamentalement de gauche, et qui ne peuvent pas donc se résigner à ce que le débat présidentiel se fasse entre Emmanuel Macron et toutes les droites, toutes les nuances de droite. Et donc, quelle est la stratégie politique sur laquelle surfe, je reprends votre terme, astucieux, mon cher Steve, Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire à ces gens-là, mais je suis bien sûr votre homme. C'est-à-dire, j'ai été caricaturé comme un extrémiste, comme un excité, comme un caractériel, comme un poutinien, etc. Tout ça, c'est secondaire. Je suis le seul aujourd'hui en capacité, comme on dit, de rassembler ceux qui veulent une alternative sociale, progressiste et républicaine à l'actuel, entre guillemets, ordre des choses. Donc ne vous abstenez pas, votez pour moi. Oui, ils sont en train de dire... Nous sommes pour un réformisme radical, qui n'est pas la révolution marxiste, hein. C'est simplement les idéaux de la gauche historique, si vous voulez, que Mitterrand a préempté en faisant l'union des gauches en 1981. Et nous sommes évidemment ceux qui pouvons rassembler très largement tous ceux qui ne se résignent pas, encore une fois, à ce que le débat soit entre le libéralisme macronien, qui est une forme d'orléanisme, entre guillemets, et les autres droites plus dures, bonapartistes, légitimistes, quatrième droite, etc. Et donc, aujourd'hui, 15 000 militants dans un meeting public à Lyon. À peu près la même chose dans son meeting immersif de Nantes. Vous voyez bien que c'est pas la victoire, hein, encore une fois, mais c'est une voix de la gauche qui compte. Et donc, aujourd'hui, ils sont dans quoi ? Ils sont dans les recrutements. C'est-à-dire que vous avez, paradoxalement,
on l'a commenté, un processus de recrutement, de recrue, de ralliement important autour de la Macronie. Des figures de la gauche sociale du côté de Mélenchon. Autour de la Macronie, mais vous avez des figures de la gauche sociale, des gens qui quittent ELV parce qu'ils voient que le navire coule, des gens qui quittent le PS parce qu'ils voient que le navire coule, et tous les gens qui quittent le PS ne vont pas en Macronie. Certains vont vers Mélenchon, et vous avez aussi des militants, des militantes, on va dire d'une forme de gauche radicale, sociétale radicale. Par exemple, Caroline Dehaas. Alors, Caroline Dehaas, elle est spéciale, hein, mais enfin, elle était en froid glacial avec Jean-Luc Mélenchon depuis quelques années. Et là... Militante féministe. Ouais, une militante féministe, tout à fait, si vous voulez, affirmée dans ses positions. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne fait pas consensus. Et elle dit, j'ai senti une vraie écoute et un vrai espace de proposition. Idem, j'allais dire hémorragie chez les communistes aussi, après le ralliement du député Sébastien Jumel, d'autres voix dissidentes, Elsa Faucillon, députée de Seine-Saint-Denis, Pierre Daréville, parlementaire des Bouches-du-Rhône, ou encore Marie-Georges Buffet. Ancien ministre des Sports, responsable qui communiste. rejoint la plateforme des Insoumis. Alors ils disent, nous n'avons, par la voix notamment de Clémentine Autain, nous n'avons pas vocation à être un aspirateur à dissidents. Néanmoins, ils sont quand même en train de jouer en micro, en petit, une sorte de remake de ce que fut la campagne de rassemblement des bonnes volontés républicaines de Mitterrand 1981. Donc, dans cette hypothèse, c'est intéressant la science politique. Si vous aviez une qualification de Mélenchon au deuxième tour de cette présidentielle, vous auriez une stratégie macronienne très intelligente. Mitterrand 1988, la sécurité, airbag, reconduisez-moi, vous avez l'airbag, dans tous les sens du terme. Et face à un Mitterrand 1981, rompons les chaînes qui nous aliènent et qui nous enserrent, et écrivons ensemble une alternative au giscardisme. Donc voilà pour le retour de tonton, si vous me permettez l'expression. Exactement. Alexis, quant à Marine Le Pen, elle veut, dit-elle, défendre les Français contre Emmanuel Macron. Alors là aussi, si vous voulez, c'est une candidate, c'est l'autre candidate qui, à l'extrême symétrique en quelque sorte de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire dans l'espace de l'extrême droite, joue une sorte d'alternative républicaine, entre guillemets, au-delà des problèmes qui la touchent, etc., etc., elle veut incarner aussi un vote utile. Les problèmes qui la touchent sont de double nature. Un, le côté famille Adams de la famille Le Pen, ne nous y étendons pas, c'est pas très intéressant et c'est secondaire par rapport à cette question du vote utile. Ils se déchirent tous, le grand-père vraisemblablement manipule la petite fille qui est sa nièce, et l'a poussée dans les bras d'Éric Zemmour, enfin au sens évidemment politique du terme, s'entend. Tout ça évidemment n'est pas agréable, j'imagine, pour la direction du Rassemblement national, mais à la limite c'est secondaire. Pourquoi c'est secondaire ? Pour deux raisons. La première, on l'a déjà dit quand on a fait une chronique sur l'extrême droite. Quoi qu'on pense de leurs idées, mais des gens comme Jordan Bardella, des gens comme Louis Alliot, son vrai entourage, j'allais dire sa vraie task force de fidèles, d'absolus fidèles autour d'elle. C'est quoi aujourd'hui qu'ils incarnent ? C'est une forme de boulangisme. Mais dans leur boulangisme, ils sont tout à fait fondés à dire « nous, on s'est convertis à la République ». Et ils ont, dans les territoires, une série d'élus qui sont derrière eux. C'est-à-dire que c'est un parti qui est incarné dans, j'allais dire, les profondeurs telluriques du pays. Ça, ce n'est pas le cas d'Éric Zemmour. Ce qui est moins le cas de Reconquête, qui est une start-up en ascension, mais qui reste une start-up comme l'était En Marche en 2017, c'est-à-dire un peu, j'allais dire, comme la chaîne Laïka, en lévitation au-dessus du paysage politique. Pas d'ancrage territorial pour le moment. En tout cas, beaucoup moins. Si vous voulez, Sarah Knafo, c'est un pur produit de Paris, avec tout ce que ça comporte de sympathique. Mais Sarah Knafo, je ne suis pas sûr qu'elle parle beaucoup pour le militant de base du Lot-et-Garonne. Alors que Alexis, et la bataille également, vous vouliez nous dire de la deuxième bataille, celle de la crédibilité ? Voilà. Étant aujourd'hui à peu près à 18% dans les intentions de vote. C'est-à-dire, si on fait une projection, c'est prudence, mais grosso modo, quand même la plus qualifiée pour se retrouver au second tour comme challenger ou challengeuse du président de la République dans sa tentative de réélection. Que doit jouer Marine Le Pen ? Nous avons deux visions de la France. Moi, je défends les Français. Lui va liquider la France. Je reprends ces termes, c'est pas moi qui invente. Donc, elle joue très clairement le vote utile. Et elle le joue sur un terrain qui consiste à restaurer, à tenter de restaurer, parce que c'est pas gagné, la crédibilité ébréchée depuis le tragique débat d'entre-deux tours en 2017, où elle était apparue, comment vous dire, prime sautière et non préparée. On va dire ça comme ça. Et donc, sur plein de terrains, notamment l'éducation,
notamment le travail et notamment la question du pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat qui devient en réalité le vrai arbitre des élégances de cette présidentielle, pour une raison très simple, c'est qu'il se dégrade à grande vitesse en raison de la crise énergétique suscitée par la guerre en Ukraine. Et vous avez donc des prédictions, je termine par là, hein. Le patron des centres Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, ça c'est des gens qui sont au cœur du pouvoir mais aussi du peuple. Ils voient tout le monde, du chômeur au cadre supérieur. Qu'est-ce qu'il dit Leclerc en aparté? Il dit, si on fait rien, dans 6 mois, gilet jaune puissance 15. Parce que la classe moyenne ne peut plus boucler ses fins de mois de moins en moins. Marine Le Pen, c'est une manne pour elle de dire, mais regardez, ce pouvoir, on nous dit c'est l'airbag, regardez ce qu'ils ont fait. En 5 ans, ils ont laissé se dégrader le pouvoir d'achat des Français. Notamment pour les produits de première nécessité, les pâtes, les biscuits, avec la hausse des prix des céréales. Elle travaille là-dessus et elle escompte, je ne sais pas si elle y parviendra, mais elle escompte dans le débat crucial de deuxième tour, dire à Emmanuel Macron, écoutez, vous avez sans doute des qualités, vous parlez à Poutine, vous parlez à Zelensky, tout ça c'est sympathique, mais vous avez laissé se dégrader la condition sociale de millions de Françaises, de millions de Français qui n'en peuvent plus. Ça sera ça son argumentaire. Et ça peut convaincre un plus large électorat que celui qui avait voté pour elle en 2017 au premier tour? À cette réserve près que la limite du Rassemblement national, c'est qu'en dépit de son adoption des principes républicains, il reste un parti marqué par son histoire, et son histoire n'est pas celle de la démocratie française, mais de l'extrême droite, et notamment de Jean-Marie Le Pen, elle le sait très bien. Merci beaucoup Alexis Lacroix, je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. On vous retrouvera demain pour nous présenter cette fois la une d'Actualité Juive qui est consacrée au 10e anniversaire des attentats de Toulouse et de Montauban. En route vers la présidentielle, c'est à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie de Mickaël Darmon. L'excellent Mickaël Darmon. Alexis, et à demain vous aussi. À demain, Steve.